Bonjour à tous et tout de suite, on salue nos invités du jour. Monsieur Jean-Claude Lucina, bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration du GIP RASPEC et vous êtes là parce qu'il y a une promotion de construction du parcours de santé. On va en parler tout à l'heure. Madame Sophie Favre, coordinatrice du DIO, parcours de santé, DIO, voilà. DIU, voilà, diplôme interuniversitaire. On aura tout à l'heure représentante du CIPN, M. Renette, et on va terminer avec le maire de Vieux-Habitants, Jules Otto. On va commencer avec l'actualité et c'est Iman News. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Au niveau de l'actualité, on parlera du comité de chlordécone qui s'est réuni justement pour faire un état d'avancement sur les actions engagées, suivi sanitaire, les indemnisations, le plan de dépollution, on en parle tout à l'heure. On parlera aussi des avancées concernant le chantier de l'agroparc qui va allier innovation, agriculture et développement durable. C'est donc l'ambition du projet. On verra où est-ce qu'on en est sur ce chantier. Il sera aussi question de l'hommage rendu à Davy Périac, notamment concernant cette marche blanche qui a eu lieu hier pour honorer ce jeune qui a été abattu par arme à feu il y a quelques jours. Et on fera un petit hommage à Angenelle Gonfier dans Ontiziédou. C'est l'hommage rendu par le département chaque mois. Une figure emblématique de la Guadeloupe est mise à l'honneur. On va commencer par le comité du suivi chlordécone. Donc réuni cette semaine, ce comité de pilotage a permis de dresser un état d'avancement concernant les actions engagées entre suivi sanitaire, indemnisation des victimes, plan de dépollution et protection des populations. Le gouvernement et les acteurs locaux ont rappelé les priorités, mais aussi reconnu certains retards qui persistent. On voit un reportage de Chardy Dagounia. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut tout d'abord se féliciter collectivement de ce qui est entrepris depuis maintenant 3 ans avec ce plan d'action chlordécone. En 2024, ce sont plus de 3 millions d'euros qui ont été investis en Guadeloupe pour faire de la recherche, pour s'assurer qu'on connaisse bien la chlordécone dans le sang, qu'on sache qui en a, comment est-ce qu'on peut les accompagner, donc accompagner les personnes qui peuvent être impactées. Ensuite, des travaux de recherche énormément, comme je l'ai dit, puis de l'information avec une campagne de communication auprès des personnes qui sont contaminées par la pollution chlordécone. Donc vraiment, on peut se féliciter déjà des actions qui sont en cours, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la population guadeloupéenne soit encore plus au courant et puis qu'elle se fasse accompagner si elle est impactée et que les associations, les élus, ensemble, on donne ces messages aux Guadeloupéens pour qu'ils puissent adopter les bonnes pratiques. Ça nous a donné l'occasion de pouvoir partager, de faire des présentations sur les différentes mesures de la stratégie chlordécone avec ses avancées, avec aussi ses perspectives. Donc nous avons pu insister avec l'ensemble des services de l'État, les partenaires qui travaillent aux côtés du service de l'État et donc sous la présidence de Théo Gall. Nous avons pu présenter les différentes actions et quelques messages à vous passer. Premièrement, avoir de la chlordécone dans le sang, ça ne veut pas dire qu'on est malade. Il y a des solutions et ce comité de pilotage était vraiment orienté sur les solutions. Les solutions pour tester sa chlordéconémie dans le sang. Les solutions pour tester ses sols, pour bénéficier de l'indemnisation des victimes de pesticides, pour avoir une consultation au Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale. Les solutions aussi pour améliorer les connaissances. Et je retiens vraiment de ce comité de pilotage les avancées et surtout la mobilisation de l'ensemble des partenaires et services de l'État. Nous avons commencé il y a plusieurs années, en 2021, et nous en sommes en 2024 à une proposition de second dosage qui est mise en place pour ceux dont le taux était supérieur à 0,4 et demeurait supérieur à 0,4 qui est la valeur de seuil. Nous avons mis en place ces programmes et nous avons mis en place le deuxième dosage. Et à l'issue donc des résultats, nous proposons un accompagnement renforcé qui peut aussi passer par l'appui du Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale. Pour rendre ça plus digeste, déjà j'inviterai les Guadeloupéens à nous rejoindre dans ces comités de pilotage parce qu'ils verront que c'est tout à fait digeste. On montre les actions, on montre des vidéos, vous l'avez vu avec nous. Il y avait le président de l'association des pêcheurs, il y avait des éleveurs, il y avait le directeur de l'abattoir, il y avait l'association Vivre. Voilà. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là avec nous au quotidien, sur le terrain, pour informer, protéger et réparer la pollution chlordécone. Donc s'investir,
venir aux ateliers qu'on organise et se faire confiance collectivement. Voilà, en espérant que ce énième plan chlordécone servira un petit peu à quelque chose. Alors, on ne va pas quitter tout à fait le domaine de la santé, puisqu'on a deux personnes du GIP-RASPEG, et c'est les questions, justement, d'un diplôme universitaire, interuniversitaire d'ailleurs, de construction, de coordination des parcours de santé en partenariat avec l'Université de Lyon et l'Université de Grenoble et des Antilles. Alors, quel est le but de cette formation, M. Lucina? Alors, le but, c'est qu'avec la création du DAC, le dispositif d'appui à la coordination des parcours de soins et de soutien des acteurs de santé, il fallait qu'il y ait de nouveaux métiers qui soient apparus. Les coordinateurs de parcours, c'est un métier nouveau. Il n'y a pas de formation spécifique sur place. Donc, la directrice générale du GIP, Mme Chollet, a voulu mettre en place une formation avec des spécialistes de la formation, comme vous l'avez dit, à les différentes universités, pour permettre que les personnels recrutés montent en compétences, comprennent ce qui est attendu d'elles et pouvoir répondre aux besoins de la population de manière beaucoup plus efficace. Oui. Et donc, Mme Favre, vous êtes coordonnatrice du DIU. Alors, bon, vous nous expliquez un petit peu ce que c'est que ce DIU. Oui, alors en fait, on aborde la santé de plus en plus de manière globale. Oui. Et on regarde au niveau de la population des déterminants qui ne sont pas uniquement en focus d'une pathologie. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la spécificité de la personne, mais aussi de son contexte environnemental, de son contexte social, et tout ça en adéquation avec l'offre de santé. Oui. Et donc, pour permettre aux médecins, aux rééducateurs et aux paramédicaux d'exercer leur expertise, leur cœur de métier, on a besoin, comme disait M. Lucina, effectivement, de nouvelles compétences, de professionnels qui sont issus du domaine sanitaire et du domaine social, que l'on forme à la coordination de parcours. C'est-à-dire qu'on s'intéresse plus à la santé globale que véritablement à un soin spécifique qu'on va laisser effectivement là aux experts. Alors, quand vous dites santé globale, ça englobe toutes les pathologies pas seulement, justement. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est pas nouveau. Hein. C'est la charte d'Ottawa qui date de la moitié des années 70. Hein. Oui. Mais on va s'intéresser, quand je parle du contexte global, ça va être le contexte social. Oui. Ce patient ou cet usager de santé, où vit-il? Comment vit-il? Avec quelles ressources? Avec quelle connaissance, c'est-à-dire quelle littératie de ce qu'il existe en santé et de son accès à la santé. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle la santé environnementale, c'est-à-dire on a une spécificité de l'arc caribéen, on a une spécificité ethnique, on a une spécificité guadeloupéenne ou martiniquaise, et là, cette année, on a aussi des étudiants de Saint-Martin, par exemple, qui participent. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'épidémiologie, c'est vraiment ce qui concerne la population d'ici. Oui. Voilà, donc si vous voulez que je vous cite quelques exemples, on va être vraiment en ligne directe avec la connaissance et ce que l'on doit faire avec la précarité, qui est importante, oui. Éventuellement avec des addictions. Et surtout de leurs conséquences, j'imagine. Alors, le repérage. On peut faire de la prévention. De la prévention. Oui. Le repérage, la prévention et évidemment les conséquences. Mais la partie soins purs, je pense qu'il faut vraiment la redonner aux experts, c'est-à-dire aux médecins, aux paramédicaux et aux rééducateurs qui vont être dans le soin pur. Nous, on va former en fait des sociaux et des paramédicaux à un recueil de tout ce qui concerne la santé d'un individu. Ça peut être son logement aussi. Voyez, une personne qui est en précarité, qui a du mal à gérer son logement et qui éventuellement pourrait être expulsée, ça concerne sa santé. Oui, mais je prends un cas spécifique, une personne qui a des problèmes de santé et qui n'a pas d'eau. Bien sûr. Ou son eau n'est pas buvable. Est-ce que ce sont des paramètres qui sont pris en compte aussi? Oui, c'est ce que j'appelle la santé environnementale, en fait. D'accord. Tout à fait. Alors, évidemment, la formation universitaire, elle peut pas... Enfin, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas non plus... Voilà. Hein. Oui. Simplement, considérer l'individu dans son entièreté, oui. S'intéresser au choix de l'individu. Oui. Une personne qui n'a pas d'eau, mais qui a envie de rester chez elle,
Est-ce qu'on doit, sous prétexte que peut-être dans nos valeurs, il est nécessaire d'avoir un appartement qui est de l'eau 24/24, potable, bien filtrée, est-ce que c'est une condition, selon les valeurs de certains, de dire alors il ne restera pas dans son logement ? Non, je crois qu'il faut d'abord recueillir le souhait des usagers de santé et faire avec. Puis après, si vous voulez, je vous détaillerai un petit peu la formation. Monsieur Lucina. Sur notre territoire, par exemple, on prend nos territoires insulaires, des Saintes, Marie-Galante, des Irades, une personne de soins spécialisés, son parcours de soins n'est pas le même que celui qui habite en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre ou à Anse-Bertrand. Ou à Théodore. Ou à Théodore. Donc l'objectif pour le DAC, c'est d'arriver à rassembler tous les acteurs concernés pour pouvoir les mettre autour de la personne, pas rassembler physiquement, mais organiser son parcours pour qu'elle ait accès à toutes ces personnes. Soit on peut faire appel au conseil départemental qui peut aider au conseil régional par rapport aux frais de transport. Ça peut être aussi à l'ARS pour les parties qui le concernent. Donc on fait appel à tous ceux qui nous touchent la santé pour permettre que le parcours de la personne s'effectue de manière la plus fluide possible. C'est qu'elle puisse avoir accès aux soins et aux soins dont elle a besoin le mieux possible. Oui. Mais alors, je pose la question pour essayer de bien comprendre votre parcours. Qui est intéressé par ce type de formation ? Les gens qui sont déjà dans le secteur médical et paramédical, ou alors ce sont de nouveaux, parce que quand on dit parcours, je pense au parcours du bac, ce sont des jeunes qui vont choisir leur orientation. En fait, c'est prioritairement ceux qui connaissent déjà le secteur sanitaire, social ou médico-social. Prioritairement. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent déjà le microcosme, ils savent déjà comment il fonctionne. Donc c'est plus facile pour eux de comprendre comment mettre les acteurs en lien. Parce que notre boulot, c'est de mettre en lien les différents acteurs autour de la personne. Mais après, il peut y avoir des personnes qui sont secrétaires médicales ou autres, qui n'ont jamais connu des acteurs de santé et qui seront formés. Ça sera un peu plus long, quand même, une phase de stage plus importante pour qu'ils acquièrent des compétences, mais c'est aussi possible. Ce n'est pas fermé. D'accord. Alors, je une question. Oui, vas-y. Si j'ai bien compris, en fait, la formation, c'est pour coordonner un peu tous les acteurs autour de la personne malade. Mais après, donc quelles sont concrètement les actions que cette personne pourra permettre, en fait, autour de la personne qui a besoin, en fait. Donc là, nos étudiants, ce sont des étudiants seniors. Il ne s'agit pas d'une formation initiale. Donc ils sont soit déjà assistants sociaux, soit infirmiers, soit rééducateurs, kinés par exemple, ou secrétaires administratifs, mais en lien direct avec le public dans des établissements de soins ou des établissements de santé. Les actions sont de tenter de fluidifier le parcours, de mettre en synergie l'ensemble des institutions. Vous savez qu'on a l'habitude de travailler en silo, on a l'habitude d'être très catégorisé. Eh bien là, justement, c'est d'ouvrir le système de santé entre les compétences du conseil départemental, les compétences des soins primaires, c'est-à-dire la médecine libérale de ville, et les compétences du dispositif d'appui à la coordination qui est porté par le GIP RASPEG. Ça évite à un usager de santé d'aller le mardi à tel endroit parce que c'est le conseil départemental, le mercredi à tel endroit parce que c'est le dispositif d'appui à la coordination. L'idée, c'est de proposer une synergie, une vue globale, et d'aller chercher donc le référent de parcours, c'est comme ça qu'on appelle la personne qui sort de cette formation. Le référent de parcours va aller rechercher la pertinence là où elle est. Donc la formation, il faudrait, je veux dire, on a eu 400 000 habitants, il faudrait beaucoup de coordinateurs pour fluidifier en fait ce parcours. On en est à 15 promotions, dont 5 entre la Martinique et la Guadeloupe, et déjà 3 ne serait-ce qu'en Guadeloupe. 3 ça veut dire que ça va être promotions. sectorisé en fait, c'est ça ? Non, pas forcément. Comment ça va s'organiser ? Non, ce sont pour la suite. Ce sont des nouveaux métiers, mais très territoriaux. En fait, si le GIP RASPEG fait appel à l'université de Lyon et Grenoble et que je me déplace, c'est pas pour amener un savoir territorial lyonnais ou grenoblois, absolument pas. C'est justement pour avoir in situ la bonne connaissance des prérogatives et des besoins en fait de Guadeloupe, et que les professionnels qui sont formés en Guadeloupe puissent exercer en Guadeloupe en connaissant leur territoire. Oui, ça, j'ai bien compris, mais en fait, ma question, c'était, est-ce que du coup, ces personnes qui seront formées, comment ils vont se dispatcher sur le territoire, en fait ? D'accord. Ce sont des professionnels qui travaillent déjà en Guadeloupe, donc certains travaillent déjà en GIP,
ne peuvent travailler dans ce qu'on appelle les CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé. Ça peut être aussi du conseil départemental, il y en a aussi 3. Voilà, donc ce sont qui travaillent dans des structures, on va dire, amenés à coordonner des parcours. En fait, le système de santé il est coordonné à 3 niveaux. Le premier, c'est le médecin traitant, mais il n'a pas le temps. Voilà, donc on fait un peu pour lui, donc il nous transmet le besoin du patient et nous on essaie de répondre et de lui rendre compte. Il y a un deuxième niveau qui sont les acteurs de santé, ce qu'on appelle les CPTS de territoire. Donc il y a médecins, infirmiers, kinés et autres qui sont dans un groupement et ceux-là coordonnent déjà à leur niveau. Et quand ça devient trop compliqué, alors ils n'ont pas la réponse, ça remonte au niveau du DAC, qui lui aussi a une coordination qui tout le territoire, c'est-à-dire de la Guadeloupe et des îles du Sud, et qui peut aller jusqu'à chercher des acteurs, soit en Martinique, soit en métropole, pour pouvoir prendre en charge le patient. D'accord. Voilà, Donc les coordinateurs interviennent entre le deuxième et le troisième niveau. Tout à fait. Et ils interagissent en permanence. Et en plus, on a aussi de l'information à la population, donc le tout venant, qui nous appelle et à qui on peut répondre, apporter une réponse. Mais alors, quel est le rôle de l'ARS dans ce format? C'est le financeur, c'est le principal financeur. Il est financeur, mais il est aussi celui, on va dire, le donneur d'ordre dans le sens qu'il fixe des objectifs à atteindre. Voilà. Il peut nous fixer comme objectif, par exemple, là, de faire en sorte que la femme enceinte soit mieux prise en charge, que le nouveau-né soit mieux pris en charge. Vous voyez, donc là, on a des actions qu'on va construire ou porter pour cela. On a une action, par exemple, qui est importante au territoire. Ce sont les sorties des personnes âgées des lits d'hospitalisation. C'est une difficulté, parce que souvent, elles sont âgées, mais n'ont plus à rester à l'hôpital parce que leur état va mieux. Donc, on n'a pas de place pour les mettre ailleurs. Donc, on fait appel au DAC qui va réunir les acteurs, tous les EHPAD et autres, le département, et leur dire, voilà telle situation qu'on a entre les mains, comment on fait pour la gérer au mieux. Les RESPA apportent un financement pour les soins, et le département peut ouvrir les portes des EHPAD pour permettre leur admission plus facilement. Voilà. Alors, je prends un cas tout à fait particulier que vous connaissez. On prend par exemple l'île de la Désirade, où il n'y a pas de médecin. Quel va être l'apport de ce nouveau dispositif pour... Enfin, je dis Désirade, mais c'est pareil aussi pour Terre de Bas, Terre de Haut. Tout à fait. L'apport, ça va être plus, on va dire, d'aider la personne, soit s'il n'y a pas les moyens de se déplacer pour venir en Guadeloupe, donc soit de l'aider à venir en Guadeloupe pour se faire soigner. On ne va pas pouvoir, nous, amener un médecin. Ça les reste de prendre la décision. D'essayer d'amener un médecin. Pas beaucoup, d'essayer d'amener un médecin. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que la personne ait accès aux soins. Donc, soit l'aider financièrement en prenant le billet de bateau en charge, soit demander une collectivité depuis le billet de bateau, mais ça sera notre apport. Et le mettre en lien avec le médecin traitant. Trouver un médecin traitant qui est d'accord pour le prendre en charge et qui puisse venir se faire soigner. Si je peux me permettre, je Oui, suis un petit peu plus modérée par rapport à l'investissement de l'ARS. Ah non, mais je dis ça pourquoi? Parce que... Même si je ne travaille pas pour l'ARS. Non, je sais. On a eu l'occasion de recevoir les gens de la Désirade, etc., qui se battent depuis des années pour avoir un médecin traitant sur place et qui n'arrivent pas à y avoir. Et c'est pas faute d'avoir rappelé à l'ARS que l'île de la Désirade, je ne sais pas si vous connaissez, ne peut pas vivre éternellement en cercle, en enclos, médicalement parlant. C'est bien ça la question. Ah, mais la désertification médicale, c'est un mais ça, c'est encore notre problématique. Ça, c'est sûr. Mais si on reprend... Enfin, je me permets de rebondir quand même sur les possibilités qu'a permis l'ARS, c'est pour les femmes enceintes de Marie-Galante. Il n'y a plus de maternité à Marie-Galante. Par exemple, Mais il y a la possibilité, et justement grâce au GIP Raspeg, qui a mis en place et qui a conventionné tout un processus d'accueil dans des logements non loin des maternités de Bémao et de Pointe-à-Pitre, pour les accueillir en fin de grossesse et sécuriser en fait la grossesse. Tout à fait. Et la naissance. Alors, l'autre question que je voulais vous poser, Madame Fabre, c'est de plus en plus, on parle pour la santé de l'irruption, entre guillemets, de l'IA, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va apporter aux diplômes ou aux formations que vous proposez? Est-ce que vous me permettez de botter en touche et de vous parler déjà des échanges d'informations? Parce que avant l'IA... Prenez votre joker. Je prends mon joker. Avant l'IA, on a... parce que, historiquement... Toutes ces institutions travaillent en silo, l'hôpital d'un côté, le conseil départemental d'un autre, le dispositif d'appui d'un autre. Il est grand temps de partager les informations avec des systèmes d'information qui ne sont pas de l'IA. Mais déjà là, il y a un beau challenge. Il y a un beau challenge de partage d'informations inter-institutions. Choisir les plus petits dénominateurs communs d'informations à partager, sécurisées, avec la confidentialité et le secret, parce que nous sommes liés à la confidentialité et au secret médical. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire que de répéter 20 fois dans la même semaine son nom, son prénom,
voilà, au-delà de l'identito-vigilance hospitalière. Oui. Et donc, c'est aujourd'hui que se termine la session de formation? On revient en octobre. Oui. Ah, vous revenez en octobre? Eh oui. Bon. Vous avez gagné. Si vous le voulez bien. Oui, volontiers. La santé, c'est un domaine particulier pour la Guadeloupe, enfin, vous le savez. Et les besoins sont de plus en plus nécessaires et quelquefois rares. Nous sommes d'accord. D'où les coordonnateurs sont nécessaires. Bon, on souhaite bonne chance à tous ces nouveaux coordinateurs, parce qu'ils auront du travail. Ouais, ils ont tous du travail. Ils ont du travail. En tout cas, merci d'être venu pour le JIP Raspec. Merci, Madame Favre, pour les informations données. Merci à vous. Et puis, comme on dit, on suit le dossier. Voilà. Il est 12h55, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. À tout à l'heure. Merci. Voilà, exactement 13h. Je vous l'ai dit, on va recevoir le représentant du CIPN, parce qu'il y a une manifestation qui est dans l'air. En tout cas, il y a une conférence de presse qui est prévue. Mais avant, on va faire un retour sur l'actualité avec ces avancées sur le chantier. Oui, le chantier AgroParc de Cap Excellence qui se poursuit. Un parc agro-industriel qui est installé sur la commune des Abîmes vise à structurer la filière locale autour de l'agrotransformation et de l'alimentation durable. On voit un reportage de Charlie Dagonia qui nous montre la visite de ce chantier et l'état d'avancée des travaux. Nous sommes ici sur le site de l'AgroParc Caraïbes Excellence, un projet fondamental pour Cap Excellence, son président Éric Jalton, un projet qui a germé puisque nous avons toujours considéré que la production, la consommation de nos produits locaux sont une priorité si nous voulons développer durablement la Guadeloupe. Il s'agira ici du premier parc d'activités exclusivement dédié à l'agro-transformation des produits locaux. C'est important puisqu'il y a la nécessité de développer l'agriculture. Donc d'une certaine manière, nous allons contribuer à une meilleure structuration des filières en amont. C'est aussi un projet qui entend tendre vers une certaine souveraineté alimentaire. Donc nous avons là la possibilité, avec cet AgroParc Caraïbes Excellence, d'accompagner la filière d'agro-transformation, mais aussi soutenir les entreprises, soutenir également les projets innovants. C'est la volonté de Cap Excellence, c'est la volonté de notre président. Et c'est vrai que d'une certaine manière, la Guadeloupe a des enjeux qui sont importants. Et l'un des enjeux, c'est de développer l'agriculture, développer l'agrotransformation. Des agrotransformateurs, il y en a sur le territoire. D'une certaine manière, c'est une réponse concrète. Au-delà des discours, c'est un acte posé dans des circonstances. Nous avons besoin de cet AgroParc Excellence pour permettre aux agriculteurs, aux agrotransformateurs de trouver là de nouveaux débouchés. Cet équipement qui est dédié entièrement à l'agrotransformation et à l'agriculture permettra aux entrepreneurs, à tout stade de maturité, d'avoir une réponse pour développer son projet ou aussi son entreprise. Divers équipements, production, distribution, commercialisation, c'est une des réponses de l'AgroParc Caraïbes Excellence, accompagner les agrotransformateurs. Ce n'est pas que l'immobilier d'entreprise, il y a aussi tous ces dispositifs d'accompagnement pour permettre à votre entreprise, quel que soit son stade de maturité, d'évoluer et aussi, pourquoi pas, d'aller vers l'export. Du 9 avril au 23 mai, nous demandons à tous les porteurs de projets, à toutes les entreprises, que ce soit pour la pépinière d'entreprise, les entreprises ayant 24 mois, que ce soit pour également le parc d'activité, les entreprises qui ont au moins 5 ans d'activité. Donc nous demandons de nous rejoindre pour pouvoir effectivement contribuer au rayonnement de cet édifice qui sera implanté ici. C'est une réponse concrète, c'est l'excellence à notre porte pour pouvoir permettre à l'agro-transformation de se développer sur notre territoire. Nous vous donnons une des solutions pour vous permettre d'être plus solide, pour vous permettre d'être intégré dans ce réseau de distribution. Être entrepreneur, c'est un parcours du combattant. Mais nous sommes là à vos côtés pour vous aider en vous donnant accès à des dispositifs entièrement consacrés à l'agrotransformation. Osez, vous ne serez pas seuls, nous sommes à vos côtés. Boostez votre développement, rejoignez-nous et je vous donne rendez-vous d'ici la fin de l'année pour intégrer cet équipement innovant dont les Guadeloupéens ont tellement besoin. AgroParc Caribbean Excellence is for you. Vive votre capacité ici donc. AgroParc Caraïbes Excellence, cultivons nos talents. Bon, le moins qu'on veut dire, c'est une initiative intéressante de Cap Excellence qui rejoint un petit peu ce qui se fait dans le Nord Grande Terre, l'usine centrale.
Le seul problème, ce sera l'organisation de la filière agricole en Guadeloupe, parce que tant qu'elle ne sera pas organisée, si les structures sont faites avant, comme on dit, si Charette l'a fait avant Befla, bon, ben, nous risquons qu'il y ait des problèmes. Mais enfin, c'est à suivre et on verra. Luc Honnête, merci d'être là, puisque demain, aujourd'hui, je dis demain, oui, demain, c'est le 30 avril 2025, et il y a 176 ans, effectivement, les colons étaient qui esclavagisaient nos ancêtres ont été indemnisés, et c'est une date importante dans notre histoire qui passe un petit peu inaperçue quelquefois. Sûrement bonjour à tous, par méconnaissance, parce que la plupart des journalistes que j'ai eu à rencontrer dans le passé ne connaissaient pas cette date, et pas très connue, mais effectivement ce 30 avril 1849, à l'issue d'une commission mise en place par la Seconde République, il y a une loi, effectivement, qui... Y compris Victor Schœlcher, quand même. Y compris Victor Schœlcher. Oui. Sauf que, je ne vais pas le défendre, parce que, par ailleurs, je dis qui il était. Il fait partie de ceux qui avaient défendu l'idée que ceux qui avaient été réduits à l'esclavage bénéficient aussi. Oui. C'est ça qui était prévu. Mais, finalement, ça n'a pas été suivi des faits, ça n'a même pas été évoqué lors de la commission. Le même Victor Schœlcher, je dois rappeler aussi, en 1833, dans un article intitulé « De l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale », il dit en 1833 que les esclaves, entre guillemets, les Noirs, ne sont pas prêts à la liberté et qu'il faut maintenir le fouet dans les habitations sur lesquelles les maîtres ne pouvaient plus se faire obéir. Et ça, on l'escamote. Or, en Martinique, on a créé une ville qui s'appelle Schœlcher. Mais on ne parle que de Schœlcher, entre guillemets, co-président de celui qui aurait donc aboli l'esclavage. C'est pas lui qui a aboli l'esclavage, c'est la Seconde République, dès le 4 mars 1848, décide. Lui, il va juste mettre en place... Suite à toutes les révoltes qu'il y avait eu avant. Absolument. Donc, c'est toute une suite. Mais souvent, on nous présente, on est de la génération où on nous faisait chanter, c'est grâce à Schœlcher, etc. Donc, il y a encore des Schœlcher en Guadeloupe, malheureusement. Alors, effectivement... il n'y a pas juste une décision donc d'indemniser les esclavagistes. Les esclavagistes, aussi bien en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, ils ont négocié pied à pied le prix du rachat de la tête de nos ancêtres. Voilà, donc c'est important. Et donc, si on devait donc, je dirais, faire une mise à jour des sommes, la valeur actualisée dépasserait plusieurs milliards d'euros aujourd'hui. C'est un peu le problème d'Haïti, d'ailleurs. Exactement. Le problème d'Haïti rappelle qu'en 1825, le roi Charles X a extorquer une rançon dans un pays qui venait de recouvrir la liberté, donc en 1804, et a imposé une rançon de 150 millions or, qui aujourd'hui équivaut à 140 milliards de dollars. Et donc, c'est vrai que M. Macron a fait illusion en disant qu'il avait fait quelque chose, mais comme M. Hollande avait fait pareil en 2015. Oui. Et finalement, il propose de mettre en place une commission. Alors, une commission, comme on sait, c'est pour enterrer les problèmes. Et donc, quelque part, il se croit quitte, effectivement, de son devoir historique de réparer en disant qu'on met une commission mixte haïtienne-française. On sait bien que les résultats vont finir dans un tiroir et que M. Macron ne se rappelle même plus là, à ce moment-là. Donc, quelque part, c'est de la poudre aux yeux. Alors, nous avons décidé, effectivement, nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais et Réunionnais, à travers plusieurs structures. Pour la Guadeloupe, c'est l'UPLG, c'est le MIR Guadeloupe, c'est également le FKNG et le CIPN. Pour la Martinique, c'est le MIR Martinique, c'est le MODEMAS, c'est le CNR. Pour la Guyane, c'est le MIR Guyane. Et pour la Réunion, c'est Kaubuntu, une organisation indépendantiste. On a décidé ensemble, le même jour, c'est-à-dire demain à 10h, date anniversaire d'effectivement de cette loi scélérate, qui accorde aux esclavagistes des réparations, eh bien, de les interpeller. Donc, Béquet et Blanc-Pays, en disant qu'il est temps, effectivement, donc c'est un acte que nous posons, de réparer et de présenter des excuses à nos peuples différents. Alors, des excuses, mais suffisant. Non, je dis des excuses et des réparations. Réparations. Eh oui, mais il faut s'excuser aussi, parce que finalement, pendant 2 siècles, leurs ancêtres, effectivement, ont exploité les nôtres, ils ont torturé parfois, ils ont réduit l'esclavage. Alors certains nous diront qu'ils ne sont pas coupables. Ils ne sont peut-être pas coupables, mais ils sont comptables. Parce qu'ils ont été héritiers, effectivement, de biens. Ils se sont encore davantage enrichis au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Depuis des siècles, on se côtoie, on se croise, mais on ne se rencontre pas. Donc, quelque part, c'est presque une porte qu'on leur offre, une ouverture, parce que finalement, ces personnes-là vivent une sorte d'apartheid, vivent à part. Et certains d'entre eux sont des nostalgiques, je dirais, donc, de l'esclavage, et se croient toujours supérieurs à nous. Or, dans le texte que nous allons faire sortir demain, nous rappelons que nul n'est supérieur à nous. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Il y a une seule race, d'ailleurs. Oui, et il est important de dire que dans cette affaire, l'État français n'a pas son mot à dire.
nous sommes effectivement par nature guadeloupéens, nous, effectivement, descendants de ceux qui ont été réduits à l'esclavage, et également nos frères indiens. Mais eux, je ne sais pas qui ils sont réellement. Est-ce qu'ils sont français? Sont-ils guadeloupéens? J'en doute. En tout cas, je rappelle quand même qu'en 1794, lorsque Victor Cherchais est arrivé ici pour effectivement, avec le décret d'abolition du 4 février 1794, il arrive ici en juin, eh bien, les Français qui sont ici, ce qu'on appelle les béquets aujourd'hui, ou les blancs pays, eh bien, ils ont trahi la France. Et ils se sont alliés aux Anglais pour demander à ce que l'armée anglaise envahisse la Guadeloupe pour éviter l'application de l'abolition sauvage. Et je rappelle, parce que ça fait qu'une fois qu'ils ont été battus en octobre 1794, eh bien, Cherchais, qui était venu avec sa guillotine, en a guillotiné beaucoup. Et beaucoup donc, de blancs pays ont quitté la Guadeloupe en canot pour aller à la Martinique. Il faut rappeler ça. Et donc, ce sont des apatrides. Et donc, Victor Cherchais a dit que ce sont des traites à la patrie, ce ne sont plus français. Alors, ils sont qui aujourd'hui? Donc, quelque part, notre initiative leur offre une possibilité, peut-être un jour, de rentrer de la famille guadeloupéenne, à condition qu'ils s'excusent et qu'ils réparent. Alors, est-ce que, suite à cette conférence de presse, le gouvernement français va être interpellé, première chose, mais deuxièmement, au niveau de la Guadeloupe, au niveau national, que disent les élus sur cette question? Alors justement, le courrier que nous allons dévoiler demain, c'est une sommation qui est faite donc aux descendants d'esclavagistes, aux béquets et autres blancs pays. Il va être non seulement médiatisé, mais il va être remis à chaque maire. Parce que finalement, chaque mairie, c'est une partie de la Guadeloupe. Mais il va aussi être internationalisé. C'est-à-dire, à partir de demain, nous allons envoyer sur tous les médias français et européens ce document. Pour savoir très bien qu'aujourd'hui, les peuples qui ont été réduits en esclavage, eh bien, aujourd'hui, eh bien, ils sont debout. Ils exigent respect, excuses et réparation. Donc, c'est une façon de rendre... presque matériel la demande de réparation. Alors, sur une question comme celle-là. Il y a une double réparation. L'État français, pour avoir donc pratiqué l'esclavage sur notre sol pendant plus de 2 siècles, nous doit réparation, donc à nos ancêtres. Et quelque part, je ne suis pas sûr qu'on dit que demain, nous allons commencer cette conférence de presse avec une minute de silence, parce que finalement, ce que nous faisons, c'est aussi à la fois pour nos ancêtres et pour nos enfants. Donc il y a double réparation. Celle effectivement que nous exigeons de la part donc, du gouvernement français en disant que les réparations c'est une exigence non négociable. Ça c'est un. Deuxièmement, les béquets et blancs pays qui ont bénéficié et qui se sont enrichis grâce à ces effectivement réparations indemnités qu'ils ont reçues à partir de la loi donc, du 30 avril 1859 aussi doivent contribuer effectivement, pas à verser à titre individuel des sommes, mais pour des projets collectifs de développement économique et social. Ce courrier sera adressé au préfet? Aussi, je pense que accessoirement, mais nous disons que c'est une affaire entre ceux qui vivent ici. Et je rappelle que nous vivons ici, en nous côtoyant, mais on ne se rencontre pas. On se croise sur le travail, mais les béquets blancs pays, ils vivent à part, dans leur... ce qu'on appelle l'apartheid silencieux. L'apartheid silencieux, ils ont l'île des Fortunes ici, à Martinique, il y a donc des endroits où... Béqueland, il y a un Béqueland, on n'a pas de Béqueland, quand même. Non, d'accord, mais il y a l'île des Fortunes où ces gens se rencontrent, et d'autres lieux, ils vivent entre eux. De toute façon, ils vivent en réseau. Et ne vous inquiétez pas, ils sauront à quel moment il faudra qu'ils répondent. Alors il faut quand même remarquer qu'il y a un certain nombre de pays européens qui commencent quand même à bouger un petit peu sur la question des réparations. Notamment l'Angleterre. Mais il y a aussi des particuliers. Oui, la Suède aussi, je crois. Oui, il y a aussi surtout des particuliers anglophones qui furent à Barbade ou à Grenade et qui d'eux-mêmes estiment qu'ils méritent, que les peuples méritent d'être réparés. Et ils se repentent déjà. Et en proposant de construire des écoles, d'offrir des bourses aux enfants scolaires, etc. Mais dans notre cas, nous disons, il n'appartient pas aux béquets et blancs pays de dire ce qu'ils proposent. C'est nous qui sommes à la demande. Vous voyez, c'est différent. Parce que je crois qu'il y a une historienne qui a même fait le total financier de toutes ces dettes, entre guillemets, et les sommes étaient astronomiques. Et je pense que c'est une démarche de justice également, et qu'une partie de ces blancs pays béquets comprendront, je dirais, le bien fondé de cette démarche. Et c'est uniquement nous qui pouvons le faire, parce qu'ils ne bougent pas de leur côté. Oui, parce que quand on voit un peu que, on l'oublie souvent, que l'esclavage a duré plus de 3 siècles. Total, oui. Alors qu'on prend le nombre de personnes, je ne parle même pas des morts, mais je parle qui ont travaillé gratuitement
pendant 2 siècles et demi, près de 3 siècles. S'il faut chiffrer ça... Sans oublier, c'est que même lorsque la traite a été abolie en 1817, eh bien, les commerçants, il y a des articles, les commerçants pointois, donc les béquets, les blancs pays, ont continué à pratiquer la traite depuis la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'ils ont armé des bateaux depuis la Guadeloupe pour aller chercher nos frères africains et les ramener ici. Donc on a etc. d'exemples aussi de maltraitance, de torture sur les habitations. Je n'en veux citer qu'une seule, celle donc, qui a eu lieu effectivement de Lucille, qu'on connaît très peu, sur l'habitation La Maraudière, en Bertrand. Lucille avait été accusée par le dit maître, monsieur de la Maraudière, d'avoir empoisonné sa femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans c'est même pas une prison, dans un cachot de 1,20 m de hauteur et de 2,50 m de profondeur. Elle est restée là 22 mois comme un chien, avec ensuite des entraves dans ce cachot. Elle était nourrie à travers, je dis, un baroudage comme un chien. Et elle est sortie de là après un procès où monsieur de la Maraudière n'a pas été condamné parce que le procureur du roi à l'époque lui-même était propriétaire d'hommes et de femmes du esclavage. Elle est sortie parce qu'elle a été rachetée. Mais imaginez quelqu'un qui reste 22 mois, elle est sortie infirme. Voilà, c'est ça, cette réalité. Et ça, sur la simple volonté de celui qui se croyait seigneur et maître, et qui, au-delà même donc, je dis, du code noir, appliquait sa propre loi. Bien, bon, rendez-vous donc demain. Demain 10h, donc c'est la publication de ce courrier. Pardon? Oui, publication demain, du courrier et envoi aussi. Et puis ça se passera à la médiathèque le Pointe-à-Pitre, à Chirone-Bonneuf. Une rencontre prévue avec des béquets après. Ça sera à leur demande, mais ça sera peut-être un processus qui va prendre un peu de temps à démarrer, aussi bien ici qu'en Martinique, où ils sont encore plus puissants. Parce que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la Martinique n'a pas bénéficié comme nous de 2 abolitions d'esclavage, puisque les Anglais étaient tellement bien implantés, avec l'aide donc des béquets, que l'armée française n'a jamais pu les déloger. Et du coup, nos voisins martiniquais n'ont eu qu'une seule abolition, celle de 1848, alors que nous, on a eu une en 1794 et une seconde en 1848. On reviendra. Pas encore 2 petits mots sur la marche du 17. Ah oui, ce serait bien. Alors, je profite de votre antenne pour inviter les Guadeloupéens, ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, à cette marche que nous organisons depuis 8 ans maintenant. C'est la marche d'Ignace et de ses compagnons, qui, je rappelle, le 22 mai 1802, après des combats très très importants entre l'armée de Guadeloupéenne avec Delgrès et Ignace dans le fort Saint-Charles, ont dû évacuer le fort nuitamment. Delgrès est parti ensuite vers Matouba et Ignace est parti avec sa troupe vers les Abîmes. Et nous allons reconstituer cette marche donc d'Ignace avec 350 Guadeloupéens et nous allons donc partir samedi 17 mai à 17h au pied donc du fort Delgrès côté Galion. Et nous marchons toute la nuit, comme d'habitude, avec, bien sûr, je dirais, des soignants, des masseurs. Il faut être bien entraîné, quand même, le connaître. Et il faut être surtout bien dans sa tête mentalement. Oui. Mais l'entraînement, avoir de bonnes chaussures aussi. Avoir même 2 paires de chaussures, parce que souvent les chaussures s'abîment, se déchirent ou bien gonflent. Bon, voilà. Donc 2 paires de chaussures, un bon mental. Sachant que tout au long du parcours, nous allons avoir des arrêts historiques. Nous allons expliquer que tel endroit, notamment cette année, nous allons mettre en valeur la bataille, effectivement, de Pont-Soldat, où les troupes de Palerme ont arrêté effectivement les troupes de Richepense, qui allaient rejoindre effectivement d'autres troupes arrivées par la mer, et elles ont été bloquées par Palerme. Donc notre ami Carl-Owen Bassett, c'est à Trois-Rivières, avait justement émis une médaille de bronze pour rappeler cette bataille donc de Dolé du 10 mai 1802, où on peut dire c'était la première victoire guadeloupéenne parce qu'on avait repoussé l'armée française. Il faut rappeler que c'est une section qui s'appelle Soldat à Trois-Rivières. Et non loin d'ailleurs, il y a donc une section qui s'appelle Delgrès. Et cette année, pour la première fois, nous allons, c'est juste après la clinique La Violette, pour la première fois, nous allons faire une halte justement sur la section Delgrès et rendre hommage à Delgrès qui effectivement... Ça dépend des cas, moi, que peut vite. Mais non, mais vous êtes invité aussi. Oui, pourquoi pas. Non, il faut marcher. Et puis, c'est très intéressant. Si je peux. Ça me fera du bien, d'accord. C'est un beau parcours de santé. Oui, non, mais ceux qui viennent là ont envie toujours de revenir après. Et certains disent, j'ai pas pu aller au-delà de Cap-Haïtien, mais cette année, j'irai au Mouya Petit Bout où je veux terminer. Et c'est extraordinaire de voir que ces personnes qui apparemment ne se sentaient pas capables de le faire, le font, mais avec, je dirais, une détermination, parce qu'ils se mettent à la place de ces soldats qui ont marché en 1802. Tout à fait. Voilà.
Ce sera avec plaisir. Voilà, merci de nous connaître. Rendez-vous demain. Okay. On continue le parcours d'actualité. Oui, on va parler de Davy Périllac, ce jeune qui a été abattu. Donc, et une marche blanche a été mise à son honneur où famille et proches se sont réunis pour dénoncer l'insécurité et soutenir la famille dans l'épreuve. On voit un reportage d'Olivier Félix. Mon état d'esprit, c'est de retrouver ceux qui ont fait ça. Là, très sincèrement, je suis en train de calmer mes petits cousins, les amis de mon frère, tout ça. Je suis en train de calmer tout le monde. Donc, parce qu'on va dire que la tête de tout le monde est chaude pour retrouver les gars qui ont fait ça. Donc, si j'ai un conseil, et c'est même plus qu'un conseil, c'est un appel, rendez-vous. Rendez-vous parce que je ne pouvais pas retenir tout le monde sur une durée plus que ce que je fais déjà. C'était important pour nous de se réunir par rapport à ce qui s'est passé parce qu'on est dans les mois, on ne comprend pas, on a plusieurs sentiments partagés. Hein. On est en colère, on est triste, on est désemparés, vraiment. Davy nous a quittés, Davy c'était une lumière, c'était notre soleil. C'était un gars qui était toujours là pour tout le monde, qui était dévoué à la cause. Il était toujours force de proposition et aujourd'hui, c'est pouvoir témoigner de sa mémoire et de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est incompréhensible pour nous, ça a été vraiment... je ne sais même pas les mots, tellement c'est un acte gratuit et en même temps un acte lâche. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé à notre Davy et voilà, il faut plus que ça se reproduise. C'est l'ennemi en nous et puis gros l'ennemi en nous, ça qui reste toujours nous. Et c'est ça, nous pouvons bien comprendre. Et quand j'ai dit tout à l'heure là que j'ai arrêté de marcher, depuis un petit monde, en attendant de marche blanche. Il y a un moment, il va falloir revoir sa copie. Et c'est vrai qu'avant de parler de mon petit cousin que j'ai perdu, puisque là, c'est tombé sur nous, ma pensée va pour tous les défis qui sont partis avant. Et tous les défis qui partiront après. Parce que nous, Guadeloupéens, nous savons très bien qu'il faut nous faire pour nous arrêter tout ça. Mais comme au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que la masse, et je dis bien, je pèse bien mes mots, que la masse pense que ça peut arriver rien que les autres et pas nous. Moi, c'est vrai qu'il reste, si on a dit qu'il reste, il reste même. Mais en toujours dit que ça peut frapper à Kazan. Et pour Jodla, il frappe en famille en nous. En cas de transformer le négatif en positif, peut-être, question épreuve. C'est qu'on dit, longtemps, nous avons mérité. Que ce soit moi et les autres frères du milieu artistique, longtemps, nous avons mérité. Et ça qui a fait actuellement là, si nous retournons 10 ans, 20 ans, 25 ans en arrière, nous avons déjà chanté. Et les plus grands encore que nous, les Yvon Zala, les Robert Loison, les Guy Conquête, tous ces gens ça déjà averti. Ça veut dire que nous tous tués des vies. Et nous tous tuer tous ceux-là qui m'ont avant des vies là. Message à l'attention des parents. Gérez vos enfants. Gérez vos enfants. Quand vous voyez que votre gamin commence à prendre une mauvaise pente, il y a des structures, il y a tout ce qu'il faut. Gérer les enfants, pas laisser Timoun Azot aller comme ça. Parce que là, c'est une famille. Mon frère, c'était un fils, c'était un frère, c'était un tonton. C'était un parrain, c'était un cousin, c'était un soignant, d'accord, qui n'a jamais eu de problème avec personne. Donc, les parents, gérez vos enfants. Donc, une mort qui ne laisse pas indifférent. En tout cas, on espère qu'on va trouver des solutions pérennes pour ce problème de violence. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a dans certaines communes de la Guadeloupe ce qu'on appelle le CLSPD, Comité local pour la sécurité, etc., des personnes. Mais le problème des violences ne fait qu'accentuer à telle enseigne que beaucoup de femmes ou d'hommes même hésitent à sortir le soir. Oui, avec un bijou, normal. Avec quelque chose. C'est normal de se faire agresser. J'ai un ami qui a une moto, il dit moi-même les soirs, sortir à moto encore. Pourquoi ? Parce que il y a encore des jeunes qui sont désœuvrés et qui s'attaquent à des gens pour des biens.
pour une moto, pour une chaîne en or, pour un portable, etc. Et ça, pour l'instant, on ne va pas prendre la solution dans la mesure où c'est un problème récurrent et qui se développe sur une violence gratuite. Enfin, gratuite, quand on dit qu'on tue des gens pour une moto ou bien pour un portable. Et ça aussi, c'est un vrai problème pour la Guadeloupe. Et je ne sais pas, je ne sens pas, personnellement, je le dis, la force des politiques sur cette affaire. Comment régler ça? Bon, bien sûr, c'est pas particulier à la Guadeloupe, puisque on a entendu ce qui s'est passé en France il y a 2 jours, 3 jours. Un petit jeune qui a tué une jeune fille et blessé 3 autres personnes. Donc, à quoi c'est dû? Ça mérite une réflexion peut-être sociologique et puis trouver les médicaments qu'il faut parce que ça se développe et il y a de plus en plus de violence dans le pays. En tout cas, Cédric Ngouadi-Aubin Kembired, pour son frère David qui est parti comme ça bêtement. Voilà, il est 13h24, on prend la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure avec le conseiller départemental des maires de Vieux Habitants. Je vais parler de M. Jules Otto. À tout de suite. Voilà, il est 13h29, dans une minute à 13h30. On va recevoir Jules Otto, le maire de Vieux Habitants, conseiller départemental, la commune qu'on appelle les gens là, les Abyssois et les Abyssoises. Et c'est une commune qui, cette année, qui disait être sur le signe du patrimoine et de la biodiversité ou de la diversité. De la diversité. C'est le pays de la mémoire, donc Vieux Habitants, c'est le pays de la mémoire. La plus vieille église de Guadeloupe, c'est ça? La plus ancienne église. Le pape savait ça? La plus ancienne. Oui, la plus ancienne. Ouais. Le pape ne le savait pas, non? Il va nous t'en venir les autres, François. François est venu, mais avec la avec le bon, avec du goût, c'est pas pour nous. Et puis il y a venu des fois, hein. Il était pour venir une troisième fois, mais qui est venu bien profiter de ça. Au mois d'août, nous faisons un concert pour l'inauguration. Il était pour inaugurer qu'on l'a pendant la fête, mais problème technique passé et puis retard pris, nous savons faire nous décaler ça. Donc l'église qui est inaugurée, le travail qui est fini en juillet. Bon, qui est vrai le diocèse que nous a dit, qui t'a nous arrêté pour le mois d'août, pour l'inauguration là. Mais sans ça, c'est que dernier week-end du mois d'août, nous avons fait un bel concert on était bien fait. Quand Andrea a fait Cathédrale Bastet. D'accord. Nous avons fait même bien à peu près. Oui, parce que la maison Saint-Michel, qu'est-ce que c'est en patrimoine de ça? Qu'à Saint-Michel, en fait, là où on était sorti l'église avant, c'est qu'à passer qu'à Saint-Michel pour te pas tenir voiture, pour t'aider dans la campagne, on a été resté pour la goutte, reparti, puis tout cas, nous, on s'est camion chez eux, parti monter, mais dans la campagne. Et c'était aussi un petit coin là, plein côté, ni maison des jeunes, ni salle polyvalente, ni côté, mon café salle de réception. Pas tenir ça avant. Donc, si on a des cafés baptême, mariage là aussi. Donc, on va bien voir, nous, c'est qu'à Saint-Michel, c'est une dimension liée avec, à l'époque, c'était l'ordre de Capon, ces communes-là, c'est des communes ancrées avec la religion catholique. Donc, qu'à Saint-Michel là, c'est une histoire. Et donc, Vin Douvé aussi, donc, son cas est construit à la tradition, en bois, et que nous reprenons, nous rénovons. C'était l'ancienne municipalité, c'était à Ramis, ça a été fait, on a l'acquisition était achetée, et moi, l'arrivée, nous mettions en place, c'était un projet, mais nous mettions en place tout le plan de financement là. Il y avait la DRAC, il y avait la région, et il y avait la commune, nous portions main d'œuvre, le 10 jours, nous finissons, et nous avons inauguré dimanche matin. C'est qu'une maison du patrimoine, c'est ça? C'est sur la maison du patrimoine? Maison du patrimoine, il y a un sujet qui t'intéresse souvent, tu m'as interpellé là-dessus. Oui. C'est maison du patrimoine et du développement. Et du développement, voilà. Oui, justement. Donc, ce qu'on voit, dans le cadre du contrat payé qu'on a signé avec le conseil départemental, on n'était pas encore prêt pour un certain nombre d'équipements, on va dire, culturels, mais on a demandé au département de nous accompagner sur la dimension d'ingénierie. Au département, quand même, il y a des gens comme Odile Boussillon, il y a une tradition de porter fortement la culture au département. Donc, le département nous accompagne. Donc, aujourd'hui, on lie bien la Maison du patrimoine et avec la médiathèque Médis Batista. On travaille là-dessus ensemble. On est aussi sur un projet, on a déposé une fiche action pour venir compléter le contrat pays de la résidence d'artistes qu'on veut avoir avec les habitants, sur le Belay. Ah, il y a une résidence d'artistes? Oui, on va travailler. Bon, c'est un projet, mais disons que la fiche action est déposée. Sous le principe, le président du conseil départemental m'a donné un accord de principe. Maintenant, il faut qu'on travaille ça avec plus de, donner de la consistance. Mais Alex Nabis qui est derrière avec mon service culturel,
on avance et Odile Boussillon nous conseille aussi. On a d'autres techniciens du conseil départemental, Mme Philippe qui vient d'arriver aussi, nous accompagne, Ouzan Mouza. Donc il y a un environnement et Michel Mado qui porte aussi la culture au département. Ces personnes donc accompagnent la collectivité, nous apportent leur conseil, nous apportent leur ingénierie et qu'aujourd'hui, on a vraiment, parce que quand on est sur une petite commune comme les habitants, et on n'a pas beaucoup de ressources. Elle est petite, vraiment, les habitants. Moi je dis une petite commune par rapport à, mais c'est une commune comme Bouillante. Parce que Bastia n'est pas très grand comme ville. Non, je parle petite en termes de population. Mais en termes de surface, on va très loin de la montagne. Mais oui, justement. On va très loin, mais en termes de population, on est à 7200, 7300 habitants. Donc on reste dans la taille de Bouillante, un peu moins que nous, mais Bouillante, Prête-Noire, Trois-Rivières, c'est des communes qui ont entre 7000 et 9000 habitants. J'appelle ça des petites communes qui... Et comme on n'a pas beaucoup de ressources, notre ressource, c'est nous-mêmes, c'est notre histoire, c'est notre paysage, c'est notre vallée, c'est notre littoral. Donc, c'est comment on met ça en musique. Et le café aussi. Et le café même, on dit le paysage. Oui. C'est le passé agricole. La vallée, c'est... Quand j'embrasse sur la vallée, c'est toute la partie... Les productions traditionnelles. C'est vanille, café, cacao, qui aujourd'hui, avec Café Cholette, avec Vanibel, avec d'autres... On a quasiment le Trail Café, qui démarre de Saint-Claude et qui arrive à Vieux Habitants le 30. Globalement, le concept qu'on a apporté sur Vieux Habitants depuis que je suis là, c'est le mai abissois. Oui. Le mai abissois, ça démarre bien. Élection de Miss, ça démarre dès le 30 et ça finit par le Trail Café le 30. Le 30, oui. Le 30 mai. Donc, et tout le mois de mai, il y a une animation. Bien entendu, la dimension patrimoniale, la dimension culturelle, la dimension identitaire prend une vraie place. Oui. Mais on a aussi les associations apportent des animations dans les quartiers, à Marigot et à Cosinière. L'association en 1919 qui fait toujours le dimanche, on a le marché avec les artisanales. Les artisanaux, voilà. Donc c'est chaque année. La rue artisanale, donc ça fonctionne, ça marche bien. On l'a intégré, donc on a quasiment tous les week-ends, du mois, jusqu'au week-end de la fête des mères, et avec le 30, le Trail Café, il y a une animation à les habitants. Et ça permet premièrement qu'une activité, les gens viennent nous regarder, ça permet d'avoir de la cohésion sociale sur le territoire. Et ça permet en même temps aussi que nos artisans, nos entreprises, nos restaurants, nos gîteurs, ça fonctionne. Et c'est ça. Alors, peut-être qu'éventuellement derrière, on peut trouver ici ou là quelques esprits chagrins, peut dire ça fait beaucoup d'argent, mais c'est pas. On joue beaucoup avec aussi. Et les entreprises et les artisans contribuent. Et l'élection de Miss, on a une régie. Je peux vous dire que les artisans qui travaillent avec la commune, eh bien, sans problème, on en reçoit des dons de 1000, de 1500, de 2000 euros. Donc, on a une dépense, mais on a aussi une régie qui fonctionne, qui fait qu'on trouve un équilibre. En tout cas, depuis que je suis là, la commune a une santé financière, on va dire que les finances sont saines. On est en rétabli une situation et qui fait qu'aujourd'hui, je peux offrir à la population. Un cadre agréable, permettre aux jeunes de s'amuser dans un cadre sécurisé, permettre aux personnes âgées de venir dans la dimension patrimoniale de s'exprimer. On a un podium d'ailleurs le samedi soir, beaucoup plus en direction d'un regard sur des personnes qui sont plus âgées. Et le podium d'artistes du dimanche soir, c'est pour des jeunes. Cool. Voilà, donc on essaie de marier, mais en même temps, la culture, c'est pas... Quand on parle de patrimoine, souvent les jeunes pensent que quand on parle de patrimoine, ça envoie aux anciens. Non. On n'est pas dans une démarche patrimoniale, c'est pas un enfermement. Et quand on parle de patrimoine, quand on pose des éléments sur la question patrimoniale, c'est pour demain matin. C'est pour les jeunes. Oui, mais monsieur Otto, je vous arrête parce que votre opposition dit que c'est de l'argent dépensé inutilement. Non, mais je sais que je vous dis premièrement, depuis que je suis là, j'ai pas de leçon à recevoir à ce niveau-là. Ouais. Depuis qu'on est là, on est arrivé avec une commune qui était en déficit. Oui. On l'a redressée. Et aujourd'hui, depuis 2022, on dégage chaque année, la situation reste fragile, ça peut être, mais on dégage un excédent. L'excédent qu'on a va pour le fonctionnement. L'ensemble des agents, j'ai repris leur carrière, j'ai repris leur situation. Et puis, il y a une partie qui va en fonctionnement. On améliore le cadre de vie des agents pour que ces agents puissent offrir un bon service à la population. Et si on a quelques retours positifs de la population, notamment, on a des gens qui sont de partout pour venir faire le passeport à Vieux Habitants. C'est parce qu'on a un service qui, aujourd'hui, parce que les agents sont bien dans leur peau, on les a permis de se développer dans un cadre professionnel agréable. Oui. Et l'autre partie de cet excédent, eh bien, même quand on a des projets avec la région, avec le département, avec les services de l'État,
il faut l'autofinancement. Il faut les 20%. On l'a aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, passer à Vieux Habitants, vous allez voir que c'est une commune où il y a des travaux, où on a une commande publique soutenue, l'agent comptable qui nous suit et le conseiller des décideurs locaux, M. Zamor, eh bien, il dit depuis combien de temps qu'il suit la commune de Vieux Habitants, c'est la première année qu'il voit une commune avec une commande aussi soutenue. Alors on peut toujours discuter, on peut toujours déclarer, bon, c'est le jeu démocratique, c'est le jeu de l'opposition de dire un certain nombre de choses, mais la politique, les faits sont têtus, les faits sont là, avec une commune qui est bien gérée, qui dégage un excédent, et qu'aujourd'hui, quand on dégage un excédent, c'est pour permettre justement offrir un service. Et quand je fais des manifestations sur le territoire, c'est permettre justement que derrière que les artisans, les acteurs économiques puissent en bénéficier. On a en permanence, notre équipe municipale, en permanence cette réflexion-là. Et de faire en sorte que, ce que j'appelle du marketing territorial, de faire en sorte que Vieux Habitants, pourquoi on fait, par exemple, le relais interentreprise arrive à Vieux Habitants. Le 27 mai, pour la deuxième fois, le relais interentreprise arrive à Vieux Habitants. Depuis que je suis là, ça fait la deuxième fois. On n'a jamais eu de relais interentreprise à Vieux Habitants, qui arrive à Vieux Habitants. C'est parce que nos partenaires, c'est parce que les gens nous regardent, nous observent et disent que tiens, à Vieux Habitants, il se passe quelque chose, on a envie de venir. Alors, c'est pas une compétition, mais je vais quand même faire remarquer quelque chose. Alors, il y a une commune juste à côté, Bouillante, qui se développe beaucoup. Touristiquement, Vieux Habitants, il y a quand même au moins deux plages. Il y a aussi la rivière, la grande rivière. Alors, est-ce que, du point de vue touristique, il y a un boostage, comme on peut dire, pour Vieux Habitants dans les années, dans les mois qui viennent? Alors, juste quand même pour répondre, Vieux Habitants et Bouillante, depuis à l'époque, je pensais de feu Etnaï, de feu Guillot, de feu... de Chaudette qui est toujours là, maintenant c'est Thierry qui est maire. Et les présidents de la CSBT. Oui, en particulier Philippe Chaudette a pris cette orientation touristique depuis très longtemps. Oui, bien sûr. C'est pas un phénomène d'aujourd'hui. Et nous, on est resté sur une orientation d'ailleurs qui est aujourd'hui un atout pour nous sur la dimension agricole, avec des habitations Vanibel, habitation Agrivelière, habitation Guetza à Géry, habitation Petit du côté de Il reste comme Beaujean a développé. J'ai pas compris. Il reste comme Beaujean a développé, à redévelopper. Oui, à Beaujean a repénétré à l'intérieur. Oui. Il y a des habitations là aujourd'hui, demain après-midi ou jeudi après-midi. J'ai une visite à aller faire avec des gens qui viennent nous reprendre une habitation. L'habitation CAP qui existait avant a été reprise aujourd'hui, donc il faut accompagner ces personnes-là. On est positionné dans cette dynamique-là. Après, la question touristique, on y travaille. On voit bien la dynamique. La plage Simao. J'ai dit il y a trois, j'ai oublié ou quoi. Oui, mais la plage Simao, quand on passe pendant la période touristique, est remplie. Et l'offre que proposent nos restaurateurs, en rapport de qualité, rapport qualité-prix, est très correct. Donc beaucoup de gens viennent. Après maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour fixer ces touristes sur le territoire de Vieux Habitants. Voilà. Il y a travaillé en arrière-pays avec les gîtes, avec les sites à visiter, la Grivelière, Vanibel, et puis avoir des capacités d'hébergement. On y travaille. On a déjà quelques éléments installés. Après, il reste à travailler sur le littoral, depuis la baie en Salabarque jusqu'à Anse-Val-de-Loge. Mais vous savez très bien que dès qu'on parle du littoral et de travailler sur la mer, entre la DEAL, entre la direction de la mer, pour avoir des mouillages. Moi, je veux quand même si par exemple, et je reconnais... Tu es responsable du littoral, au moment. Si, mais sur le 6, mais sur la question, par exemple, je ne veux pas qu'à Vieux Habitants, ce qui se fait actuellement à Bouillante, on a des mouillages sauvages, triple peine pour Bouillante, on a de l'eau grise qui est déversée, c'est pas géré. Ouais. En aucun pays, quand on va dans la Caraïbe, on voit autant de bateaux et que personne ne paie. Il n'y a pas de recette et on a les dégâts. Tout à fait. Et donc et Thierry fait tout aujourd'hui pour rattraper, pour faire des zones de mouillage, mais ça prend trop de temps. Donc on a commencé à travailler sur le littoral depuis en Salabarque. En Salabarque, c'est un projet qu'il faut que je travaille avec Bouillante. On sera, mais il faut qu'on En fait, c'est Salabarque coupé en deux, un morceau Bouillante. 2 tiers Vieux Habitants, 1 tiers Bouillante. Ouais. Voilà. Mais c'est 2 tiers Vieux Habitants. 2 tiers Vieux Habitants. Je crois que c'était le contraire. Non, le pont, le port de pêche, avec un port départemental, est positionné à Vieux Habitants. D'accord. La partie en arrière au pont, qui a plus de possibilités foncières, c'est Vieux Habitants. Et puis après tout le littoral, sur Marigot, sur la Voûte, sur la plage de l'Étang, qui est beaucoup plus une plage du naturel. Vous avez un potentiel. Il y a un potentiel, mais c'est la mise en valeur.
La mise en valeur signifie deux choses. Que tenir compte des contraintes qui sont posées par l'administration, mais tenir compte des contraintes et de préserver. Quand on parle de par exemple plage Simao ou bien plage de l'étang, il faut préserver. Ce sont des milieux vulnérables. Donc, quand on fait des aménagements, il faut tenir compte de la vulnérabilité, il faut tenir compte des contraintes et des conseils de la direction de la mer ou de l'ADIAL ou de conservateur du littoral. Il y a des propriétaires aussi qui ne veulent pas lâcher l'affaire. J'ai pas beaucoup de contraintes sur le littoral liées à des propriétaires. On a des contraintes plus liées à contraintes. On a plus à tenir compte qu'on est sur un littoral fragile à certains endroits. C'est comment l'aménager, comment à certains endroits laisser un espace naturel avec des traces de littoral pour des pistes de randonnée, comment quand il y a des ouvertures sur la voûte, sur Simao, sur Okwa, sur Antoine de Loge, avoir des restaurants, avoir quelques habitations. Ça se fait dans des conditions, il faut faire ça dans un pas à pas. Oui. C'est pas demain matin qu'on va. On a sur une orientation, mais on n'est pas obligatoirement envie d'aller sur un développement touristique comme Bouillante. Oui. On peut aller sur un développement touristique plus intégré, tenant compte de notre histoire agraire. Alors, je dis quand même que quand j'étais beaucoup plus jeune, Okwa était the plage pour les gens qui habitaient Bastille comme moi. Oui, il y a ce sujet-là, mais là aussi, il y a un hôtel qui est là, qui commence à complètement abandonner. Oui. Il y a un propriétaire. C'est réglé ou pas cette affaire? Non, c'est du privé qui est là. Oui. C'est du privé, donc un propriétaire qui a été régularisé par la G50, donc qui est propriétaire. Et donc, c'est une affaire de privé. Donc, il faut... Moi, je discute avec la personne qui est qui est âgée, et qu'aujourd'hui, il n'est plus en capacité de faire vivre cet hôtel-là. Après, il faut une discussion avec la famille. Il faut qu'à un moment donné, que la ville puisse entrer en dialogue. Mais ça se fait pas sur une première mandature, c'est une deuxième mandature, que sur quoi les choses vont se faire. Et parce que l'ancienne équipe avait déjà commencé ce qu'on appelle, dans le cadre d'une étude portée par l'ADEME, et la ville avait été retenue, ce corridor écologique. Et donc la ville a répondu, un bureau d'études avait travaillé et le projet d'aménagement du site est sorti. Maintenant, il faut travailler en lien avec la G50, la G50 pas, mais aussi il faut avoir les capacités financières. Aujourd'hui, il fallait rétablir les équilibres fondamentaux. Il fallait donner un cadre de vie dans l'arrière-pays, notamment les routes communales. Il y avait des priorités, on a réglé ces priorités, où c'est toujours en cours. Il y a dans le bout à amener un peu plus d'attractivité. On le fait là maintenant. Et puis, sur le littoral, sur l'arrière-pays, il y a des choses qui vont se faire pour donner cette dimension, effectivement, je dirais, plus agro-touristique. Oui. Pour la dimension, tenir compte du milieu naturel, tenir compte de l'environnement pour aller vers un développement touristique, mais maîtriser ce qu'on appelle développement touristique durable. Alors, deux petits mots quand même avant que vous quittez de la fête, du mai. Le mai à Bissois. Alors, du mai à Bissois, quoi crier. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à ne pas rater? En fait, je voulais beaucoup insister sur notre démarche inclusive. On a ce qu'on appelle samedi matin. Oui. Bon, quand on a une fête communale, fête patronale comme on dit, il y a des incontournables. Le protocole l'inauguration de la Maison du Patrimoine, l'inauguration de la tribune du stade, James Hilton, on est dans une approche inclusive dans l'action. D'accord. Bien, alors ça c'est les choses de l'inclusive, mais la fête se continue jusqu'au 30, je crois. C'est jusqu'au 30. Alors, on fait ce premier week-end qui est là, on appelle ça Folie Fondas, c'est notre week-end de fête patronale depuis demain soir jusqu'à dimanche. Oui. Et puis après, le week-end avec l'association Alternative 119 pour la rue artisanale. Donc le boule sera rempli avec... Voilà, c'est toujours une tradition, je crois que c'est la 10e ou la 11e édition, foire artisanale. Après, cette année-ci, on n'est pas qu'en Olobo, on va aller à Marigot. Et on travaille justement sur la question du littoral. C'est le bleu abyssois. Le bleu abyssois, c'est toute l'activité autour du nautisme. Comment mettre en valeur avec les pêcheurs, pas simplement, c'est les métiers autour de la mer qu'on veut travailler. D'accord. Donc ça, c'est Marigot. Et puis le week-end d'après, on va aller, le week-end de la fête des mers, on va aller à Cousinière, avec une approche beaucoup plus sur la ruralité. On n'est pas à l'eau de Café Vanibel, donc on est sur la dimension. Cousinière a été renié de l'agriculture. Donc les cassavries, il y en a énormément sur Cousinière. Donc mettre en valeur ces personnes. Il y a encore 2 ou 3 personnes qui travaillent ces cassavries. Travailler avec ces personnes-là, les mettre en valeur, mettre en musique. Et l'école de Cousinière, l'école Nathalie Etna, de faire en sorte que, ouvrir une exploitation pour ces enfants-là,
pendant le vendredi. Voilà, donc on est beaucoup plus sur Cousinière, dans une approche intégrée, dans une approche de ruralité. On met en valeur de nos traditions et on met en valeur ce qui reste de l'agriculture paysanne de la Côte-Soulevant. Donc il ne faut pas rater Vieux Habitants. Voilà, on a bien compris, Vieux Habitants, c'est un endroit où il faut venir, il faut bon vivre. Et puis, il y a la mer. Oui. Et puis, il y a Cassade Paradis. Il y a la rivière. Il y a nos rivières. Oui, il y a les rivières, oui, c'est vrai. Et puis, il y a même dans les montagnes, enfin dans les hauteurs, de beaux paysages aussi à voir, Vieux Habitants. Le rendez-vous est pris. Merci d'être venu, monsieur le maire. J'imagine qu'il y aura d'autres personnes de la mairie qui viendront ici. Parce que cette dame-là, elle a compris qu'elle est invitée. Elle est invitée. Bon, elle sera là, Mais j'ai des familles à Vieux Habitants. Dis-moi tout. On va parler en off là. Voilà, avec 13h50, on ferme la parenthèse abyssoise. On revient au petit jet de monsieur Angèle Gonfier, c'était hier soir. Oui, Angèle Gonfier. Donc, chaque mois, le département met à l'honneur une figure locale dans la série. L'autre fois, c'était madame Kaona, votre bonne amie. Exactement. Donc là, c'est Angèle Gonfier, un designer qu'on ne présente plus, qui était à l'honneur. Et il a mis son talent au service de la valorisation du patrimoine culturel et de l'identité à travers le design. On voit un reportage de Vianney Valverde qui était parmi eux. Angèle Gonfier, c'est celui qui allie les formes, les couleurs, qui sait utiliser les plis, les traits. Et qui façonne un peu nos visuels, qui est toujours dans cette recherche de l'esthétique. Et c'est tout naturellement, Angèle Gonfier, c'est celui qui a habillé beaucoup de dames, beaucoup de familles, beaucoup d'individus, tout simplement, beaucoup de Guadeloupéens. Et donc c'est tout naturellement qu'il a façonné notre quotidien. C'est tout naturellement qu'il a amené quelque chose à notre patrimoine. C'est tout naturellement qu'il a conçu une certaine identité guadeloupéenne. Et c'est tout naturellement aussi qu'on l'honore ce soir et qu'on arrive à rassembler du monde pour lui dire merci et pour lui dire que l'on aime Angèle Gonfier. Tous les iédos sont mérités. C'est pas celui qui reçoit les iédos qui se choisit soi-même. Mais j'estime que pour mon parcours, qui est peut-être méconnu, mais qui est grandiose, puisque j'ai déjà fait des choses et mon métier m'a permis de faire des choses que, par exemple, un défilé au Parlement européen, une exposition. Par exemple, un défilé à l'Élysée, les premières Fashion Week à la Jamaïque. Je suis un turbulent de la mode et quand j'ai envie de faire quelque chose, je me donne les moyens de les réaliser. Et du coup, j'ai pu mettre pendant plus de 3 années, une exposition permanente autour du costume créole à l'aéroport. C'est quelqu'un qui le mérite vraiment, qui a beaucoup fait dans le monde de la mode. D'ailleurs, on a eu l'occasion de travailler ensemble pendant de nombreuses années, jusqu'au palais présidentiel de l'Élysée à Paris, où il a fait un défilé à la demande du président. Et beaucoup de défilés à la Foire de Paris, dans la Caraïbe, dans les élections de Miss en Guadeloupe. Donc, compte tenu de son parcours, je pense qu'il mérite vraiment un hommage comme celui-là. Voilà, il est 13h52, mais c'est la fin du ZCL. On rappelle qu'en début, on a reçu M. Jean-Claude Lucina, le président du conseil d'administration du GIPS Raspec pour la construction et coordination de ce qu'on appelle le parcours de santé. Il était accompagné de Sophie Favre, la coordinatrice du DIE, ce diplôme qui va permettre justement de former des gens dans ce parcours de santé. Luc Renet était aussi notre invité, c'est le représentant du CIPN pour cette manifestation qui aura lieu demain, 176e anniversaire de la rente financière donnée aux esclavagistes au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Et donc, Luc Renet et une série d'organisations ont décidé de marquer le coup et d'envoyer un courrier au maire. Monsieur Otto va recevoir son courrier, mais aussi au béquet de la Guadeloupe qui devront peut-être passer à la caisse. Enfin, c'est la question qui est posée. Puis on a terminé avec Jules Otto qui veut nous parler du mai abyssois avec toutes les manifestations. On l'obtient même un mois. C'est la fête la plus longue de la Guadeloupe. Non, mais c'est vrai. Nous, c'est un concept. Oui. Mais quand tu vas à Bémao, ils font plusieurs quartiers. Ils disent pas ça comme ça. Mais nous, on a un concept qu'on a créé, le mai abyssois. Tout à fait. Voilà. Et puis le mois de mai, comme ça, mais c'est avant. Il y avait la fête du Beau, la fête de Marigot, la fête de Cousinière. Mais oui, il y avait des fêtes dans chaque section. Nous, j'ai fait des week-ends d'animation parce que je ne mets pas de podium. C'est un truc plus léger, plus. On fait en sorte qu'il y ait quelque chose, une animation dans le territoire. Oui. Juste une dernière petite question très rapide. Monsieur Otto, vous avez parlé pendant
plusieurs fois, vous avez dit que le conseil départemental, il accompagne la commune. La région ne fait rien? Si, la région nous accompagne aussi. Alors, il n'y a pas de... Si ça ne s'écoute que tu mets en bas. Non, mais c'est que sur le sujet, c'est la culture. Oui. Donc, j'ai parlé du conseil départemental, oui. Mais la région nous accompagne sur d'autres sujets. La région nous accompagne sur la tribune. Oui. C'est le cofinancement région. Voilà, c'est sur d'autres dossiers. J'ai vu des... Géry, c'est l'ouvrage que la région a en maîtrise d'ouvrage direct, que la région a réalisé avec Route de Guadeloupe, mais ça s'est fait à vieux habitants, et puis même dans d'autres routes d'intérêt régional, le président Chalus, c'est ce que je dis à chaque fois, la population de vieux habitants, j'ai été maire depuis 2020, je suis maire depuis 2020, ils m'ont pas choisi pour être en conflit avec le président de région et le président de département. D'accord. Je travaille en bonne intelligence avec eux. Je garde mon idée politique. Oui. Je connais ma position politique. J'ai mes réflexions politiques. Quand je ne suis pas d'accord sur le plan politique, mais sur la gestion communale. À la plénière, on le voit souvent. Sur la gestion communale, voilà, je fais des dossiers. Oui. Je fais en sorte que l'administration communale soit respectée par l'administration départementale et l'administration régionale. C'est ça que je fais et je m'entends sur le plan personnel. Ici, un ami, on se connaît depuis longtemps, on a été conseiller départemental avec Gilo. Dans la même majorité, on travaille ensemble. Donc, j'ai pas de problème avec Harry Jalus. Et avec le président Osbar, dans ce que j'ai à faire, il m'écoute. Voilà, donc j'ai pas de difficulté particulière. Il y a une personne qui va apprécier votre discours. Je ne dis pas plus. 13h55, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Demain, c'est le 30, je le rappelle, 176e anniversaire de cet argent qui a été donné au Béquet à l'époque, au Blanc Créole, on les appelait à l'époque. C'était en 30 avril 1849. Allez, rendez-vous demain. Merci. Rappel des titres quand même. Oh oui, rappel des titres, on a parlé du comité chlordécone, donc un comité de pilotage qui a parlé des différents avancements concernant les actions engagées entre suivi sanitaire, indemnisation et plan de dépollution. Il était aussi question du chantier agroparc de Cap Excellence, un chantier qui est en cours, qui permettra Il avance. Il avance un petit peu, voilà, pour structurer, je ne sais pas, on verra à quel niveau, la filiale locale autour de l'agro-transformation. On a parlé de Davy Périac, un hommage rendu avec cette marche blanche réalisée, on se rappelle, ce jeune homme abattu donc il y a quelques jours pour dénoncer l'insécurité. Oui, le cas on voilà, c'est ça. Bon, en marge quand même de ce festival qui s'est quand même bien déroulé. À la sortie du festival. À la sortie du festival. Et on vient de parler du Antisiédou concernant Angenel Gonfier, donc hommage à ce designer. C'est pas du Gonfier que tu as sur toi là-bas? Non, c'est du Judith Dressing. Voilà. D'accord. Voilà, je fais la pub. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci à tous ceux qui nous regardent depuis Paris, depuis la France, depuis l'Afrique aussi. Je pense à nos amis qui partent en Côte d'Ivoire demain. Oui. Non, c'est vendredi. C'est vendredi. Ouais. Oui, voilà, je devais y aller, mais finalement, je ne saurais pas du voyage cette fois-ci. Mais ce n'est que partie remise. Bon, allez, à demain.